Un arrière athlète, des cheveux de fou, il a baissé un peu dans les mock drafts, il était très coté. Est-ce que ça peut en faire un potentiel style? On parle dans ce podcast de J.D. Davison, le meneur arrière de l'université d'Alabama. 30 minutes pour le connaître, comprendre son jeu et ses enjeux, c'est parti. Nos 3 coiffeurs du jour pour parler de J.D. Davison. Hugues, Ben, Manu. Salut. Hola chicos. Salut à tous. Alors, en un mot, est-ce que vous l'aimez plus que la moyenne, J.D. Davison, ou pas? Oui ou non? Non plus. Non et... Peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais... Bon. Il aime tout le monde plus que la moyenne aussi. C'est ça, c'est si la moyenne baisse, du coup, ça te met au-dessus. Allons-y pour donc son portrait de drafté. Et donc, le portrait commence tout simplement par la carte d'identité. Qui est-il? D'où vient-il, Ben, cet homme? J.D. Davison vient de Letohatchee, en Alabama, qui est un petit bled d'environ 1000 personnes. Il est né le 3 octobre 2002. Donc, il a 19 ans. Il va avoir 20 ans très jeune à la prochaine saison NBA. Donc, c'est un prospect qui est quand même relativement jeune. On a retrouvé de l'info sur sa mère, mais pas sur son père, sur Internet. Mais il y a des photos avec les deux lorsqu'il a déclaré à Alabama, à moins que ce soit le copain de sa mère ou quoi que ce soit. J.D. Davison est le plus jeune. Est-ce que vous entendez mon chien boire de l'eau? Non. OK. J.D. Davison est le plus jeune d'une famille de 4 frères. Et comme les 4 frères ont un nom qui commence par la même lettre. Il y a Jérôme, qui a 30 ans. Il y a Jamarcus, qui a 25 ans. Et il y a mon préféré, Jakeem, qui a 23 ans. J.D. Davison, quelque chose qui m'intrigue dans son parcours, c'est qu'il a demeuré avec son école secondaire, son high school, pendant tout son parcours varsity. Et c'est pas parce qu'il a pas été recruté, il a été recruté par Oak Hill Academy et par Hillcrest Prest, et il a dit non. Et ça, pour moi, c'est un red flag qui est peut-être dû à des circonstances familiales, mais c'est un red flag quand même qui a pas priorisé son propre développement sur le succès de son équipe et sur son propre succès aussi. Donc ça, c'est sûr que c'était très jeune dans son développement, mais il y a des questions à se poser. Là. Il est resté, il a gagné le championnat Varsity 2A avec son équipe de Alabama de Calhoun High School, où est-ce qu'il a même pas... Il a fait 30 points par match, mais il avait, je ne crois, entre 4 ou 5 passes décisives par match au total sur la saison. Donc là, on voit déjà là que c'est plus un profil de scoreur que de poste 1 traditionnel. C'est un combo guard plus qu'un poste 1 traditionnel. Et il est signé avec Alabama au NCAA parce qu'il voulait demeurer près de la maison. Ceux qui connaissent le podcast depuis longtemps savent que c'est un détail qui masticote particulièrement. Je suis toujours un peu douteux des joueurs qui veulent rester près de la maison. Très bien, donc ça t'asticote. Tu as omis de dire quand même que JD, c'est pas évidemment son prénom. Ah oui, oh mon Dieu, oui, c'est ça, c'est la plus beau de l'histoire. Oui. JD, c'est pas John David ou c'est pas J. Demetrius, c'est Gerardian. Et c'est Gérardien en français, donc de propriété de Gérard. Donc c'est probablement un des noms les plus spectaculaires. Non, c'est Gerdarian. Attends un peu, je l'ai ici. Gerdarian, ben oui, j'ai mal lu ce matin quand j'ai regardé. Gerdarian Davison. C'est improbable. Mais Gerardian, je trouve ça plus On va l'appeler Gerardian à partir de maintenant. Gerardian, c'est beaucoup mieux, ouais. Bon, Gerardian, il ressemble à quoi physiquement, Hugues? Évidemment, on va parler de ses cheveux, entre autres. Il ressemble au dealer en bas de chez moi, que je ne côtoie pas. D'accord, si la sécurité passe dans le coin, je n'ai aucun rapport avec ce mec-là. Donc ouais, J.D. Davison, c'est une coupe de cheveux incroyable, coupe de cheveux qu'il a dû couper après son premier match parce qu'il ne voyait pas ses propres tirs, ses propres passes, ce qui explique le pourcentage
extérieur, et du coup, on lui a demandé de raccourcir ses cheveux pour le bien de l'équipe, ce qu'il a un peu fait, mais très très peu. Stinan, c'est 1m91, il fait 90 kilos. Il a une envergure assez petite, 1m93, 1m95, donc c'est pas un mec tentaculaire comme on peut les avoir maintenant assez couramment. Par contre, c'est un mec qui est monté sur ressort. Il monte très très haut, une détente sèche formidable qui lui permet de contrer des pivots. Il a un second son incroyable, premier pas assez explosif, assez intéressant. Il est rapide sans être top tier vitesse, comme un dit Aaron Fox par exemple, qui était une référence dans la vitesse. Au niveau du contact, il y va. Je trouve qu'il est pour l'instant pas hyper à l'aise avec le fait de rentrer dans des défenseurs, ou quand on l'attaque sur son propre corps, il est pas encore hyper à l'aise là-dessus, mais comme il aime bien aller au spectacle, c'est quelque chose qu'il recherche encore un petit peu. Donc un corps pas fini, à muscler, à maîtriser, à l'image du basket du joueur. Manu, pourquoi drafterait-on J.D. Davison? Pourquoi est-il un prospect? Pour moi, c'est surtout pour son tir. Les pourcentages sont pas dingues pour l'instant, mais quand il prend feu, par contre, il est assez impressionnant. Il joue beaucoup à 3 points. Je sais pas la stat exacte. Je retrouve ça. Non, il shoot pas tant que ça. Il est à 5 tentatives sur 100 possessions. C'est pas beaucoup. Ouais, 30. Ouais, non, c'est plus ça. Je disais, il prend plus de 30% de ses tirs, ça à 3 points. Mais ça rentre pas des masses. Mais moi, j'achète le shoot. Sur les matchs que j'ai vus, c'est quand il marque, il peut prendre feu et là, il devient inarrêtable. C'est surtout ça que j'achète, et j'aime bien aussi sa passe, enfin sa vision. Il est capable de passer même s'il fait pas beaucoup de passes décisives dans les stats. S'il perd aussi beaucoup de ballons, mais j'aime bien sa capacité notamment il trouve beaucoup de alley-oop. Ça j'aime bien. Je trouve que ça peut se développer un peu mieux et faire jouer dans l'initiation. Il va être capable de faire ça à terme pour moi. Très bien, donc un joueur intéressant athlétiquement, verticalement, qui va un peu vite, et donc Manu achète le shoot. Alors ma première question est toute trouvée pour les deux autres. Est-ce que vous en faites de même, puisqu'effectivement les pourcentages sont pas jojo? Il est à 31% sur 2 tentatives et demie par match. Et sur les long two, laissez-moi une toute petite seconde sur les long two, donc les longs 2 points. Il en a tenté que 22, par contre il est à 50%, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis enfin au lancer franc, pour être complet, cette saison, j'ai pas ses stats high school, peut-être que vous les avez, il est à 70% sur 60 tentatives, ce qui n'est pas bien pour un arrière, mais pas non plus cata. Voilà. Alors qu'en dites-vous, messieurs? Perso, j'achète pas encore. La sélection de shoot de J.D. Davison est un peu à l'image de son jeu en général, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cohésion, il n'y a pas de réflexion derrière. C'est un peu à la va comme je te mène. Ça fait partie de son rôle à Alabama aussi, parce que c'est vraiment le vecteur offensif numéro 1 de l'équipe. Donc, son boulot à lui, c'est de produire de l'attaque de toutes les façons dont c'est possible. Et à ma foi, il essaie de son mieux, mais il manque de logique dans sa manière de faire. Puis c'est comme ça qu'on vient à perdre confiance à son shoot, puis à développer des hitches, puis à devenir... Je suis pas contre l'idée qu'il va devenir un shooter efficace, parce que, comme le dit Manu, sa technique, ses pourcentages sur certains shoots sont corrects, mais c'est plus un problème qualitatif que quantitatif. Je vois Hugues sur le tir avant de passer aux suites du skill set. À la suite. Je rejoins un peu. Comme je disais, dans le contexte Alabama, il joue avec des forts joueurs extérieurs aussi. Il lui sort du banc, il y a Quinerly et Shackelford, dont Manu est absolument amoureux dans cette équipe. Et la mentalité du coach Nate Oates, c'est de rapprocher le plus possible son jeu du niveau NBA. Donc c'est
très binaire, c'est du tir à 3 points, beaucoup de tirs à 3 points et du tir près du panier. Il n'y a pas de mi-distance. Et dans ce domaine-là, J.D. Davison, il tourne beaucoup sur la ligne à 3 points quand il a le ballon. Quand il y a un pick and roll, il va beaucoup tourner autour de la ligne à 3 points, mais il va pas les prendre. C'est un joueur qui est beaucoup dans l'hésitation. Et pour l'instant, dans son volume de tir, c'est quasi que du catch and shoot à 3 points. 80% de ses tirs en catch and shoot. Et il est efficace que lorsque la balle elle arrive sur sa main droite directement. Donc dès que le ballon arrive sur sa main gauche, il n'est pas capable d'en mettre un. Donc est-ce que j'achète le tir? Non. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être qu'il serait plus à l'aise sur du mi-distance quand il rentre dans du pick and roll. Ce qu'il n'a pas le droit de faire à Alabama. Quel est le rôle qu'on va lui assigner en NBA? Puisque parfois, c'est complètement différent de ce qui se passe en NCAA et ça change complètement un joueur. Est-ce qu'il y a ce scénario qui est possible avec J.D. Davison ou est-ce qu'il est condamné à être ce mec un peu athlétique qui sort du banc et qui score, quoi? Pour moi, c'est un joueur de sortie de banc type sixième homme, septième homme, dans le moule le plus pur. C'est un joueur qui doit avoir beaucoup de latitude pour s'exprimer. Donc, comme on donne de la latitude à un joueur en NBA, on lui envoie... Hugues dit dans le chat Campaign, ce qui est comme comparaison, ce qui est pas fou du tout. Campaign qui est encore à Phoenix, je crois. L'ancien de Murray State. Ouais. Il a en renaissance avec Phoenix, en renaissance totale. Oui, exactement. Il était presque en dehors de la ligue. Oui, il a besoin de s'exprimer à NBA, il a besoin d'entropie, comme dirait Romain. Manu, pourquoi il perd autant de ballons? Parce que ça, c'est la question quand même qui vaut assez cher, vu que il a plutôt le gabarit d'un 1, mais que jusqu'ici, on n'en a pas parlé comme d'un potentiel meneur. Il fait des passes, il tente des passes risquées. Moi, je trouve surtout, il tente beaucoup de alley-oop et des fois c'est un peu trop haut et du coup son pivot ou son ailier qui débarque n'attrape pas la balle, donc ça part en touche et c'est pas un initiateur de première, en fait, il sent pas forcément beaucoup le jeu et du coup des fois il tente des passes qui sont complètement à côté du truc et ça va pas dans le jeu et du coup perte de balle pour son ailier, son arrière qui perd la balle quand on touche. Enfin, c'est pas des passes senties en fait qu'il fait, je trouve. Il fait la passe parce qu'il doit faire une passe. C'est pas, il lui manque un truc. Je pense qu'il pourra le faire à terme, bien entouré. Moi, je le vois deuxième, troisième meneur en NBA. Mais avec du travail, ça va venir. Il y a quand même pas mal de flash sur des belles passes. Moi, je suis plutôt serein là-dessus. Hugues, est-ce que tu peux parler de l'attirail du meneur, c'est-à-dire le dribble? Est-ce qu'il a le dribble des deux mains? Est-ce qu'il a le dribble bas dans les petits espaces? Est-ce qu'il a les passes à une main, à deux mains, à terre, par-dessus la tête, tout ça? Eh ben, écoute, j'allais venir là-dessus. J'aime beaucoup son dribble initial. Il est capable de partir des deux mains, il change bien de main. Par contre, il dribble vraiment trop haut pour le moment. Il dribble trop haut, ce qui lui provoque beaucoup de pertes de ballon. Il essaie de protéger sa balle du coup avec sa main qui tient pas le ballon. Il est beaucoup là-dedans et il essaie de mettre du contact pour se protéger, mais comme il joue contre des mecs maintenant plus développés qu'en high school, c'est très compliqué pour lui. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel encore une fois, sur pick and roll. C'est un joueur que j'aime beaucoup dans ce secteur-là et qui fait ses meilleures séquences lorsqu'il arrive un peu à poser le jeu, à poser un peu le tempo et à arrêter d'être juste une pile électrique qui fait des allers-retours. Il y a un vrai potentiel à développer chez ce mec parce que, comme le dit Manu, il y a beaucoup de passes au lait, il y a la capacité de faire un flotteur et finalement ça lance un alley-oop, etc. Donc il y a de la versatilité sur ce secteur, je pense, à terme, à développer. J'irai là-dessus, moi, mais pas comme un créateur et un scoreur. C'est un truc de cheveux aussi, hein, d'être un meneur un peu foufou. Comme Kobe White l'était, finalement, J.D. Davison. C'est pour les fans de regard. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu le problème. Moi. Non, c'est marrant. Hein. Ben, est-ce qu'il est... En fait, il a un problème de manipulation des défenses. Pour moi, c'est un passeur à réaction. Parce qu'en fait, je demandais pourquoi il perdait beaucoup de ballons. Il a 27% de balles perdues, ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, il perd plus d'un quart des ballons de son équipe. Et dans le même temps, il est
à plus de 28% de passes décisives, ce qui est pas mal, ce qui est même plutôt bien pour un freshman NCAA dans une grosse conférence, etc. Donc pour moi, c'est un passeur à réaction. Quel skill set on peut le voir développer rapidement, JD, pour maximiser sa capacité physique? C'est sûr qu'il faut travailler l'explosivité latérale, question justement de sortir de premier pas, la sortie de pick and roll, puis ces choses-là. Question de gagner cette seconde-là d'avance qui n'a pas présentement sur les défenses adverses, qui fait en sorte qu'il est un passeur un peu plus réactif. Ça, je crois que ça pourrait aider. C'est comme on a dit déjà, c'est un athlète, c'est un bon athlète, mais c'est pas un athlète plus. Et justement, il se retrouve vraiment dans des situations avec des athlètes absolument sanguinaires devant lui. Je crois que côté passe, il va falloir. C'est même pas une question de développer un skill, il va falloir lui enlever des responsabilités. Je crois pas que c'est un. Je pense pas que personne d'entre nous quatre croit que c'est un porteur de ballon primaire, que c'est un primary initiator. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il va falloir lui enlever des. Je crois que un peu le syndrome. Il va avoir un petit peu, si c'est un success story, il va avoir un petit peu un syndrome Quentin Grimes. C'est-à-dire, il va devenir meilleur quand on va lui enlever des responsabilités puis on va affiner son rôle. Je sais que je parle pour ma paroisse, là, mais Quentin Grimes, en 3&D, est un excellent joueur en NBA. Dès qu'on l'a arrêté de lui demander de manier le ballon puis d'aller au panier, Quentin Grimes est devenu un joueur d'élite à ce qu'il fait. Quentin Grimes était un bon shooter, quand même meilleur que Davison à son âge, hein, non? Tu disais Kobe White, c'est ce qu'on lui demande de plus en plus. On a arrêté le projet. Alors, enfin, ça c'est ma paroisse à moi maintenant, mais on a arrêté de le faire créer balle en main. On a arrêté de le faire en tant que meneur et il fait que du catch and shoot et renversement, il le fait beaucoup mieux. Est-ce que, parce que vous me dites tous, c'est pas tel joueur, etc. Est-ce que c'est un joueur NBA tout court? Ça va paraître un peu violent comme question, mais pour aller en NBA, il faut vendre quelque chose, quoi. Manu disait son point fort c'est le tir, il a sans doute raison, en tout cas son scoring, mais le fait est que c'est pas encore assuré et que vous l'achetez pas tous. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun skill propre à J.D. Davison que vous achetez. Donc est-ce que c'est un joueur NBA? Est-ce qu'il faut le drafter? Pas encore pour moi. Il va devoir faire des voyages en J-League. Ouais. Il y a de la J-League dans son futur, je le vois. Mais oui, c'est exactement le problème. Alex t'a mis le doigt dessus. Il n'y a pas de carte de visite. Je le draft, mais je ne sais pas pourquoi. Si je le draft. Mais moi, personnellement, je ne le draft pas. C'est pas le type de joueur que je vais drafter. C'est quelque chose qui va le faire descendre. Il peut terminer deuxième tour, je pense. C'est vrai qu'il risque, pour l'instant, il a un peu glissé dans les mocks, mais avant la saison, il était assez haut. Comment on peut expliquer ça, Hugues? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui est masqué par cette année à Alabama, où finalement il sort du banc, il est derrière des gens qui ont des gros usages, etc. Je pense qu'il a fait un très bon. Alors, AAU avec Jabari Smith entre autres, avec l'équipe qui a le logo, je sais plus quoi, c'est les Celtics, on est comme ça. Et bref, il a fait un très très bon AAU, il a beaucoup mis en valeur Jabari Smith. Et on s'est dit voir un athlète de fou, il montait sur tout le monde, sur les robots offensifs et tout. Il était meneur principal de l'équipe. Ils ont fait des belles perfs. Et il avait été justement très très bon dans le pick and roll, le fait d'envoyer sur orbite ses intérieurs. Donc si une équipe a des souvenirs de cet été-là, je pense que c'est pour eux l'image qu'ils pourraient en avoir. Mais comme Ben et Manu, moi j'y vais pas au premier tour, ou bien en 30 style Josh Primo l'an dernier. Ouais, c'est ça. Projet à long terme un peu caché. Parce que là, il lui manque 1 ou 2 ans de développement si on croit en le tir et en le cerveau, en gros. Et Ben, tu disais, je sais plus quand tu disais ça, tu disais moi je draft plus les joueurs sur des si, quoi. Surtout au premier tour. Ouais, je veux savoir qu'est-ce que je draft. Je veux savoir qu'est-ce que je peux je veux savoir qu'est-ce que je peux prolonger, sur quoi je peux bâtir. Puis là, j'ai aucune raison de sur quoi je peux bâtir. Il nous reste est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter finalement? Parce que peut-être qu'on a fait le tour assez rapidement. On n'a pas parlé de sa défense. Manu, qu'est-ce que tu peux me dire sur sa défense? Moi, j'achète pas la défense. Je le trouve assez lent dans tout ce qu'il fait.
Et au poste, il se fait dégommer, que ce soit poste haut ou poste bas, quand un joueur l'attaque dos panier, c'est terminé. Il tient pas le choc. Donc, et là, moi, j'ai beaucoup de mal à le voir progresser sur cet aspect-là du jeu, par contre. J'ai très peur que ce soit un gros point fort, point noir sur son jeu. Et du coup, même le masquer, ça va être très compliqué. Il sera ciblé, tout simplement. Il provoque des passages en force. Si on doit dire un truc sympa sur sa défense, il se place souvent bien là-dessus. Il aime bien prendre des coups dans sa tête. Peut-être qu'il voit juste pas le mec qui porte le ballon, mais en tout cas, il provoque des passages en force. C'est vrai, il provoque des passages en force. Si on a fini sur J.D. Davison, on peut peut-être dire quelques mots rapides de Shackelford, du coup, puisque de ce que j'en entends, c'est peut-être lui finalement le prospect, ou peut-être que c'est Bediako, j'en sais rien. Autre prospect. Brille, Manu, brille. Et Envole-toi. est-ce que c'est pour toi, Manu, le prospect numéro 1 de cette équipe d'Alabama, c'est Jaden Shackelford Je dirais oui, mais parce que j'aime beaucoup Quinn Early aussi. J'aime beaucoup ce qu'il peut apporter. C'est un peu, enfin, Quinn Early, c'est un peu un Quinton Grimes, c'est un joueur qui était attendu très haut, qui a transfert de Villanova parce que ça fonctionnait pas, et à Alabama, décris Shackelford avant, s'il te plaît. Mais Shackelford est encore plus incroyable parce qu'il n'arrête pas de shooter et qu'il n'arrête pas de faire filoche, quoi. Pour moi, c'est Buddy Hield en plus fort. Parce qu'il est capable d'initier en plus que pouvait pas faire Buddy Hield à Oklahoma. Et ça peut le rendre encore meilleur. Jaden Shackelford, c'est quelqu'un qui a tourné en arme pour lui-même le fait de ne pas avoir d'arme. Il le prend absolument tous les tirs. Il les réussit la plupart du temps. Il a l'air d'une goule, d'un vampire à tir difficile cette année. Moi, je le trouve vraiment très divertissant à regarder jouer. Là. Il a un conscient. Je souhaite très fort qu'il arrive en NBA et qu'il se tape genre un match de ouf en finale avec 9 tirs à 3 points. Là. Ah, putain. Ouais. En attendant, il a encore un ratio de assist balle perdue qui est inférieur à 1, bien inférieur à 1 même. Donc ouais, mais il n'a pas d'arme, là, on s'entend. Là. Ça reste un spécialiste. Non, c'est vrai, c'est le genre de joueur qui peut se drafter, d'autant qu'il est assez tanké. Je veux dire, physiquement, défensivement, il a les armes pour tenir le choc sur plus d'une position, on va dire. Je vais le mettre top 5 de mon big board. C'est ce genre de joueur-là qui, dans une soirée, tu regardes la NCAA, qui te donne le goût de vivre ta vie d'une manière plus efficace et plus belle et plus colorée. C'est beau, c'est beau ce que tu dis, Ben. Je me rappelle Johnny Juzang, moi et Alan qui buvaient de l'alcool en regardant Johnny Juzang en mettre 30 à March Madness. Bonjour Alan. Johnny Juzang qui performe toujours, hein, pas l'oublier. Nous avons une question de fin. Comme d'habitude, la petite question bonus sur ce podcast de J.D. Davison. On a beaucoup parlé de ses cheveux, effectivement. Donc, question capillaire ou capillotractée, selon. Nous allons élire le meilleur hairstyle des draftés 2021. Alors, j'ai pris que ceux qui étaient vraiment sur place parce que sinon, deuxième tour, il y avait aussi des petits styles sympas. Et je parle de la coiffure Draft Night. Okay. Donc, on avait Josh Giddey avec son éternel brushing, quand même un sérieux candidat. Nous avions Jalen Green qui avait aplati. Il y avait des couettes sa plus ou touffe moins. frisée. C'était Harold. Et c'était ça partait un peu sur le côté comme ça, un peu très original. Isaiah Jackson était stylé avec des tresses très stylées, des tresses dont une colorée. Et Davion Mitchell avait opté pour les tresses plaquées, très stylé aussi. Alors je vous demande votre vote, s'il vous plaît. Mais écoutez, pour l'ensemble de son œuvre, incluant le brushing, le physique ingrat et le talent à la passe, je trouve que Josh Giddey se démarque comme un Larry Bird de la génération Z. Là. Donc, je vais y aller avec Josh Giddey.
Physique ingrat, t'es un peu dur. Hein. Ah ouais, mais il est grand, mince, avec des petits bras, là, comme notre bon vieux Larry. Là. Et alors? T'as un problème avec les grands minces? Avec des petits bras? Je les trouve adorables, je les aime. Merci. Alors, Manu, à qui va ton Josh vote? Green. Josh Green. Et il était pas là. Hein. Jalen Green, pardon. Je confonds toujours les deux. Jalen Green, c'était original. Hugues. Oh bah parce que je suis un homer, on va dire Davion Mitchell, voilà, tout simplement. Tout simplement, l'amour de Baylor. On reste fidèle, monsieur, ici. Davion Mitchell. Et moi, je vais défendre évidemment Isaiah Jackson. Et vivement que Miles Turner se casse d'Indiana pour que son talent puisse exploser aux yeux du monde. Voilà. Oh, ils essaient, hein? Ils essaient de le caser aujourd'hui. Ouais, je sais. Voilà. C'était sur J.D. Davison, un peu Jaden Shackelford, un peu sur Jean-Louis David. Voilà, c'était un peu de tout ça, ce podcast. Donc on vous donne rendez-vous pour le prochain portrait de drafté. N'oubliez pas les planètes draft sur YouTube. N'oubliez pas les streams tous les vendredis sur Twitch. Et n'oubliez pas les articles quotidiens sur envergure.co. Vous pouvez vous abonner à tout ça. Tous les liens sont disponibles un peu partout. On fait en sorte que ça soit le plus facile possible pour vous d'accéder à notre contenu. N'hésitez pas à le partager si vous le trouvez cool. Et notre nouveau logo est disponible sur des t-shirts et des pulls aussi. Si vous avez envie de représenter un peu envergure dans les soirées branchées. Bisous à tous et à bientôt.